Hey, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais tenter de vous expliquer pourquoi est-ce que le moche est à la mode. Alors tous ceux, toutes celles qui ont un compte Instagram, qui aiment prendre des verres à Belleville, vous l'avez remarqué, le moche fait son grand comeback. C'est-à-dire que en ce moment, la ballerine fait son comeback. Le mulet est de nouveau la hit coiffure à avoir. On porte des guêtres sur des baskets, on porte des jupes sur des pantalons. La marque Desigual est de nouveau à la mode. Tout ce qui a été un jour était considéré comme étant la quintessence du lait, c'est en train de devenir mainstream à nouveau. En fait, tout ce qui se passe dans la mode actuellement et aussi dans l'influence, parce qu'on va le voir, c'est quelque chose qui se passe beaucoup sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram, et bah c'est exemplifié par un mouvement de mode qui s'appelle Ketamine Chic, qui est né sur internet il y a à peu près un an. On n'a pas beaucoup de documentation encore sur ce mouvement, si ce n'est un article qui est paru en août 2022 dans le Dazed Digital, un article rédigé par Daniel Rogers, un journaliste, dans lequel il essaye d'expliciter ce que c'est que cette nouvelle tendance qui est née sur les réseaux sociaux mais qui a des incidences réelles sur le monde de la mode et sur nos pratiques vestimentaires à tous. Et il s'entretient dans cet article avec plusieurs influenceurs, je sais pas si c'est le mot exact, mais en tout cas plusieurs personnalités internet, et il va essayer de leur poser des questions pour pouvoir définir ce mouvement-là. Une intro assez courte aujourd'hui parce que j'ai envie d'aller straight to the point. Commençons sans plus tarder. Et non, l'intro ne pouvait pas être aussi courte que ça. En fait, je me suis rendu compte au montage de la vidéo que j'avais oublié de dire plein de trucs en intro qui me semblent assez importants et du coup voilà, je m'insère moi-même depuis le montage. Juste, ce que je voulais spécifier, c'est que je ne vais pas uniquement parler du mouvement Ketamine Chic et des personnes qui sont présentes dans cet article du Dazed Digital, parce que selon moi, la tendance Ketamine Chic, elle s'est déjà ramifiée en plein de sous-tendances, de micro-trends, et qu'il y a beaucoup de personnalités de la mode ou d'influenceurs qui vont être inspirés par Ketamine Chic mais vont pas aller dans sa forme la plus radicale, dans sa forme la plus extrême, vont peut-être pas aller aussi trash que les ressortissants de Ketamine Chic qui sont dans cet article-là. Et je voulais aussi dire et spécifier que quand j'utilise le terme moche, c'est pas du tout un jugement de valeur que je fais, c'est pas moi qui dis ces personnes ne savent pas s'habiller, c'est trop moche. Pas du tout, ça serait pas du tout intéressant comme vidéo. Je dis moche parce que toutes les personnes que je vais vous montrer au travers de cette vidéo réinvestissent des vêtements, des accessoires de mode qui sont considérés dans l'opinion mainstream encore, même si c'est en train de changer, comme étant justement triviaux, désuets, passés, kitsch, trash, etc. Et par ailleurs, je voulais aussi dire que je suis jugée partie de cette tendance moi-même. Je ne suis pas là en train de juger toutes les personnes dont je vous montre les photos en disant que c'est bien ou mal ce qu'ils font. Je suis moi-même sous l'influence de cette tendance parce que le propre d'une tendance, c'est qu'elle englobe tout le monde, c'est que personne n'y échappe. J'essaye simplement de comprendre quelles sont les motivations d'une telle pratique vestimentaire, quels sont ses effets, ce qu'elle signifie, pourquoi aussi elle est politisée, ou du moins qu'est-ce qu'il y a de politique là-dedans, parce qu'il y a quelque chose de politique, on va vite s'en rendre compte aussi. Et bon, comme d'habitude, je parle de mon point de vue. Moi aussi, je suis une influenceuse, il faudrait pas que je l'oublie quand même. Je suis aussi une meuf blanche et privilégiée qui est sur les réseaux sociaux, qui aime la mode, qui coche plein de cases de la mode, etc. hégémonique, machin. Donc je fais un peu partie du lot de ce que je vais critiquer dans cette vidéo. Je voulais juste le préciser aussi, parce que sinon ça aurait été un peu hypocrite. Bref, maintenant que les points ont été mis sur les i, je vous laisse apprécier la suite de la vidéo. Et je vous dis aussi que c'est le moment pour lâcher un pouce bleu parce que en vrai ça fait plaisir quand même. Allez. Daniel Rogers définit le style Ketamine Chic comme étant un style extrêmement éclectique qui va jusqu'à la saturation esthétique et la saturation symbolique. Parce qu'en fait, le style Ketamine Chic, il vient superposer plein de tendances, de micro-trends qui sont nés pour la plupart sur les réseaux sociaux et qui sont mariés ensemble. Par exemple, le kawaii, le grunge, blockcore, barbiecore. Bref, tout ça est mélangé, compacté
pour en faire des tenues finalement qui stylistiquement sont hyper antagonistes, parce que l'objectif de Ketamine Chic, ou du moins son effet, c'est de montrer par la mode l'hétérogénéité et le chaos d'internet. Rien que ça. Ketamine Chic, c'est pas qu'une tendance qui existe sur internet, elle a des incidences sur le monde de la mode et sur la vie réelle, parce qu'il y a notamment dans la mode beaucoup de grandes maisons qui s'en inspirent et qui prennent un peu part à ce nouveau jeu. C'est notamment le cas de Diesel, sous la direction artistique de Glenn Martins, qui connaît un revirement de situation totale, mais aussi le cas de Balenciaga, sous la direction artistique de Demna. Alors bien sûr, maintenant, depuis le scandale des enfants de cette fameuse campagne, Balenciaga n'a plus la cote que ça a pu avoir, mais il faut quand même dire que Balenciaga, avant ce scandale, ça a été la maison la plus cool des grandes maisons parisiennes. Il y a aussi Acne Studio qui prend ce virement-là, ou encore même Crocs en fait. Et c'est aussi un nouveau style qui a des ambassadeurs et des ambassadrices très très connus dans le milieu de la mode, la première étant Bella Hadid. Bella Hadid, on voit que son feed Insta a connu une sorte de mutation au cours de l'année 2022 et elle est devenue de plus en plus edgy dans les posts qu'elle va avoir, dans les looks qu'elle va avoir. Elle s'est décoloré les sourcils et en fait toute cette iconographie se répond à une nouvelle norme de beauté dans la mode qui est bien celle du moche, du désuet, du kitsch, du mauvais goût, qui devient le bon goût, qui devient le nouveau beau, qui devient le nouveau cool, qui devient en fait le truc qu'il faut porter, tout simplement. C'est assez compliqué à définir ce qui est moche finalement, parce que ça a sans cesse bougé et d'autant plus dans la mode. Mais dans la mode, il y a quand même cette idée que chaque ère a redéfini ses principes de beauté, ses principes de style, de cool, d'edgy, comme je le disais, j'emploie un peu tous ces termes parce qu'ils font partie de la même famille, en fonction de la tendance qui a finalement dominé les 5 à 10 années juste avant. Il y a un espèce de truc comme ça de clash temporel très cyclique qui fait que bah voilà, les années 80 ont pris le contre-pied des années 70. Les années 70, c'était hippie, c'était beaucoup de flou, en cohésion parfait avec la nature. Les années 80 vont rompre totalement avec ce principe-là, avec une esthétique extrêmement travaillée, avec des coiffures, avec beaucoup de brushing, avec beaucoup de maquillage, des formes très anguleuses, avec des shoulder pads, avec des tailles très très marquées. Et puis les années 90 à leur tour vont prendre le contre-pied des années 80, puisque l'anti-fashion qui naît au début des années 90 avec toute une nouvelle génération de stylistes, notamment immigrés pour la plupart, vont avoir une vision de la mode beaucoup moins joyeuse, beaucoup moins opulente que celle des années 80 avec les supermodels. Les années 90 vont introduire une mode beaucoup plus mortifère, beaucoup plus dépouillée, un rapport au corps totalement différent des années 80. Il n'y a rien de beau en soi, ni de moche en soi dans la mode. Mais il y a quelque chose qui a changé, notamment à partir des années 80, dans notre rapport au moche dans la mode, et notamment grâce au travail de Miuccia Prada. Et Miuccia Prada, en fait, elle est arrivée dans l'industrie de la mode avec une volonté totalement assumée de vouloir réhabiliter le moche, de vouloir réhabiliter les matières qui ne sont pas nobles. Le nylon, qui est la matière phare de Prada, qui est pas du tout une matière noble, qui est une matière cheap en fait dans la mode. Son style à Miuccia Prada, il est toujours considéré comme étant trashy and ugly. Et ça, ce sont deux critiques de mode qui le disent dans un ouvrage qui s'appelle Critical Fashion Practice, dans lequel ils définissent justement le style de Miuccia Prada comme étant un style de la discordance, un style disharmonieux, un style qui est tout sauf sexy, qui est tout sauf attirant, qui est daté, avec une appétence pour le kitsch, une appétence pour tout ce qui est passé en fait, tout simplement. Et Miuccia Prada le dit elle-même, elle dit, et c'est cité dans ce bouquin-là, si j'ai fait quelque chose, c'est de rendre la laideur attrayante. En fait, la majeure partie de mon travail consiste à détruire, ou du moins à déconstruire, les idées conventionnelles de la beauté. La mode alimente les clichés de la beauté, mais je veux les démolir. Voilà donc l'entreprise de Miuccia Prada. Et franchement,
hyper badass, j'adore. Et ça on le retrouve notamment dans son dernier défilé qui vient de passer là la semaine dernière, c'était la Fashion Week à Paris, et c'est Loïc Prigent qui en parle hyper bien dans son podcast. Il dit que c'était le défilé des interdits. Pour moi, c'était un défilé d'interdits. C'est-à-dire qu'au début, il y a une silhouette qui me semble être une silhouette de secrétaire, qui est une silhouette tellement désuète qu'elle est interdite. Une mule qui est la mule que portait Anna Wintour en 2008, et pour moi, c'est une mule interdite. Il y a le format du sac, pour moi, il est interdit. La façon de porter le sac au creux du coude, c'est interdit. Les couleurs, tout est interdit. La musique, les cheveux pas coiffés, la musique monte. On était au Berghain à un moment donné quand même. C'est monté très très fort. Et du coup, tout d'un coup, ça devient la secrétaire mais du Berghain, la DRH mais de Miu Miu. Donc cette esthétique qui a été initiée par Prada, c'est une esthétique qui est difficile, qu'on peut ne pas comprendre si on n'est pas initié. C'est justement pour ça, parce que c'est une esthétique qui est disgracieuse, qu'on peut trouver ça laid sans comprendre la démarche derrière si on n'est pas initié, qu'il y a un lien intrinsèque entre le moche dans la mode et la volonté de se distinguer, le goût et donc la classe sociale. Le moche est souvent associé au mauvais goût. Or, qu'est-ce que c'est que le goût? Eh bien, on va s'intéresser à la définition qu'en donne Bourdieu dans son ouvrage La Distinction, que j'ai juste ici, je vais vous le montrer. C'est un énorme pavé, comme vous pouvez le constater, qu'il a écrit en quelle année? 1979, donc quand même il y a un paquet de temps. Il est génial ce bouquin, j'ai un peu envie de faire une vidéo sur la mode selon Bourdieu, parce que même s'il parle jamais de mode à proprement parler, c'est une thématique qui revient beaucoup dans ce bouquin, et bien sûr qu'il aborde sous le prisme de la sociologie, puisque c'est un sociologue. Et en gros, Bourdieu, il nous apprend que le goût, c'est un enjeu fondamental dans les luttes de classe, dans les luttes sociales, parce que le goût, c'est un savoir qui ne s'apprend pas, c'est un savoir inné. On est censé reconnaître instinctivement ce qui est beau ou ce qui ne l'est pas, ce qui fait preuve de goût ou ce qui fait preuve de mauvais goût. Et Bourdieu nous apprend en fait que le goût, c'est une intuition qui est sociologiquement construite, et il nous dit qu'il va s'instaurer un goût légitime, le goût des classes dominantes de la société, et le mauvais goût, le référentiel négatif, le repoussoir, qui est le goût des classes populaires, des classes dominées en fait. Le goût des classes dominées va devenir légitime une fois qu'il est absorbé par les classes dominantes. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les classes dominantes, les classes supérieures de la société, vont se réapproprier des objets de la culture des classes dominées, par exemple le kitsch, eh bien ça va devenir quelque chose d'acceptable, de subversif, qui a sa place en société en fait. Donc une fois qu'il y a une revalorisation justement du mauvais goût par les classes dominantes, ce même mauvais goût peut devenir cool et donc être porté, là je parle de porter parce qu'on se réfère aux habits quand même dans cette vidéo, de manière totalement legit et stylée. Or, c'est exactement ce que font les ressortissants du mouvement kétamine chic et de manière plus globale, tous les ambassadeurs de cette mode un peu désuète, un peu moche qu'on peut voir sévir sur les réseaux sociaux et dans la vraie vie. Parce que ce que font finalement les ressortissants de kétamine chic, c'est qu'ils détournent les objets habituels de la mode et notamment ceux qui sont censés être moches, pas cool, désuets, ringards, en les combinant d'une manière qui n'est pas habituellement autorisée. Par exemple, ils sont assez experts pour mélanger des vêtements des marques très in, comme Bape, Supreme, Balenciaga, Diesel, toutes ces marques-là. Ils vont les mélanger avec des sapes qu'ils trouvent sur les marchés, des casquettes strass, des trucs un peu comme ça. Et du coup, ça crée une esthétique assez contradictoire qui est en fait illisible pour les non-initiés. Pour ceux qui connaissent pas la mode ou qui s'y intéressent pas trop, ils vont juste se dire quelle est cette personne étrange qui s'habille super mal, et ils vont pas avoir forcément toutes les références. Et c'est là que finalement se réapproprier le moche dans la mode devient aussi un signe de distinction sociale. Et pose donc par conséquent la question du privilège de ceux qui portent ça. Et cette question du privilège, pour en tout cas les jeunes qui ont été interviewés dans cet article de Dazed, bah on voit que
elle est intéressante à amener parce que ce sont des jeunes qui, en tout cas dans leur bio Insta, se disent être artistes, DJ, rappeurs, créateurs d'une marque de t-shirts, mannequins, notamment pour Balenciaga, etc. Finalement, ils incarnent en fait une nouvelle avant-garde londonienne parce qu'ils vivent tous à Londres, très imprégnés par la rave culture, la culture de la nuit. Or, quand on regarde ces images, on constate quand même que toutes ces personnes sont du coup aisées, blanches pour la plupart, minces pour la plupart aussi, et que donc porter des trucs moches, ils peuvent se le permettre et c'est peut-être pas si subversif que ça. Et Bourdieu il nous dit que réhabiliter des objets triviaux dans la société, des objets vulgaires, c'est un privilège que seules les classes dominantes peuvent se permettre. C'est aussi à ça que sert l'artiste, selon lui, ou l'intellectuel. Et aujourd'hui, à défaut d'avoir des artistes, on a... il y a encore des artistes, mais on a les influenceurs. Et en fait, ces influenceurs, qu'est-ce qu'ils font de leur vie? Ils filment leur vie, ils la documentent, ils la partagent tout le temps sur les réseaux sociaux, et ils font de leur vie une œuvre d'art. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que du coup ils ont ce besoin de s'emparer de trucs moches, parce qu'ils sont tout le temps obligés de suresthétiser leur vie, leur corps, leur style, leurs habitudes, leurs amis, etc. Mais ça dit pas que ça en fait, vouloir s'habiller mal ou vouloir se réapproprier des trucs qui sont considérés comme étant vulgaires, triviaux, moches, ringards, etc. Ploucs. Ça dit pas que ça parle aussi du cynisme d'une génération entière. Et en fait, je trouve ça assez intéressant parce que finalement, c'est assez créatif quand même comme truc. Parce qu'on pète quand même un certain nombre de lois fashion, de règles fashion très très chiantes à mourir. Comme quoi, par exemple, on n'a pas le droit de mettre plus 3 couleurs dans une tenue. Comme quoi, on peut pas associer plusieurs motifs dans une tenue. Toutes ces espèces de règles de bienséance de la mode sont complètement explosées avec cette nouvelle mode justement de mettre des trucs sans queue ni tête. Et ça, je trouve ça assez libérateur quand même. Et qu'est-ce que ça veut dire ça? Comme je le disais, c'est le signe d'une génération qui est en fait extrêmement cynique. Déjà, il y a une attitude assez cynique chez ces personnes, du style « je sais que c'est moche, mais sur moi c'est stylé ». Il y a déjà une posture assez désinvolte comme ça qui est intéressante. Surtout parce que le cynisme, c'est un trait assez caractéristique de la postmodernité qui est défini par une attitude blasée, une attitude totalement détachée des choses, avec un refus de prendre les choses au sérieux, un refus de s'impliquer, une volonté de toujours paraître un peu à distance quelque part. Or, ça, selon Bourdieu, c'est une attitude aussi typiquement bourgeoise. Qui est-ce qui peut se permettre d'être détaché de la vie? Qui est-ce qui peut se permettre de s'en foutre des normes hégémoniques, de ce qui est beau, de ce qui est portable ou pas dans la société? Ce sont justement les couches supérieures de cette même société. Ça veut dire que la distanciation, c'est une attitude propre à une certaine classe sociale. Et elle est l'expression d'un certain niveau de vie. C'est d'ailleurs une attitude qui s'exprime à travers le corps, parce que on a une attitude apathique, une posture d'aisance, c'est-à-dire de confiance. La classe sociale dominante est indifférente au regard des autres. Mais ce cynisme, il traduit pas seulement une certaine classe sociale ou un certain privilège. Il trahit surtout, comme je le disais, un espèce de désarroi de la jeunesse vis-à-vis du monde dans lequel on vit. Le cynisme, c'est une forme de blasement qui est aussi le résultat d'un blasement de la mode, en fait. La mode en tant que telle, et notamment la mode sur les réseaux sociaux. Parce que c'est vrai qu'on vit dans un monde où, à cause d'Internet, la mode se transforme de plus en plus rapidement. Il y a des micro-trends qui naissent puis périssent toutes les semaines. Il y a des tonnes de do-it-yourself, de nouveaux magasins, de nouveaux mannequins, de nouveaux stylistes qu'il faut suivre sur les réseaux sociaux jour après jour. Il y a des tonnes de nouveaux influenceurs fashion qui naissent et qui apparaissent sur la toile. Et tout ça crée une forme d'écœurement, de trop-plein esthétique, de dégoût même, je dirais, de la mode en fait. On en a marre. On aimerait qu'elle reste un peu tranquille, cette fucking fashion, quoi. Du coup, ce qu'on en retient, c'est que tout se vaut et rien ne sort du lot. Et il y a d'ailleurs 2 micro ou nano-influenceurs dans cet article de Dazed, ressortissants du mouvement Ketamine Chic, qui le disent eux-mêmes, je cite Oat Milk and Codeine, qui dit
J'aborde la vie comme une blague. La façon dont nous consommons ne nous rendra jamais heureux, alors être capable de trouver l'ironie dans tout cela vous rendra éclairé. En fait, faites de tout un mème parce que tout est une blague. Et Gucci Amo qui dit « J'aime acheter les choses les plus stupides que je peux trouver dans les centres commerciaux parce que j'ai une fascination morbide pour l'absurdité et la confusion que crée la culture de consommation. » C'est finalement assez pessimiste quand même, il faut le dire. Mais c'est assez intéressant parce que ce cynisme qui est totalement éclairé, totalement lucide chez ces personnes, en tout cas chez ces deux personnes dans cet article-là, il véhicule une espèce de critique politique de la société de consommation, de la société dans laquelle on vit. Et finalement, il y a une volonté de dénoncer l'absurdité et la vacuité de nos pratiques de consommation. Et en même temps, c'est toujours un peu ce double discours et on peut s'interroger sur sa pertinence. Est-ce que critiquer la société de consommation en portant soi-même la dernière paire Adidas Gazelle hyper en vue? Alors, fou rire, 3 jours après avoir tourné cette vidéo, je me suis acheté ça. Le saddlebag et la casquette à paillettes trouvées sur un marché, est-ce que c'est vraiment légitime, quoi? Est-ce que ça critique quoi que ce soit ou est-ce que c'est juste une fraude? C'est hyper discutable. Dites-moi d'ailleurs ce que vous en pensez. Et en même temps, vu que justement c'est de plus en plus partagé sur les réseaux sociaux et qu'il y a de plus en plus d'influenceurs ou de personnes sur ces mêmes réseaux qui vont être partisans de ce mouvement-là, qui vont vouloir justement remettre le moche au goût du jour, et le moche va devenir mainstream et le moche va donc devenir le nouveau beau. Mastermind en fait. Voilà, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi, ça m'a fait bien rigoler de la préparer. Je trouve ça assez intéressant parce que finalement ça va plus loin que simplement la question du goût. Bourdieu nous l'explique bien, il n'y a rien de tel que le goût naturel. Le goût est déterminé par la classe sociale, il est construit sociologiquement et forcément quand on arbore des tenues qui sont criardes, qui sont un peu ringardes, qui sont décalées, et on fait preuve d'une forme de distinction, mais comme on l'a vu aussi dans cette vidéo, on délivre aussi un discours sur ce que c'est que la société de consommation. On délivre aussi un discours sur le fait que la mode ne veut plus rien dire, ou du moins veut dire tout et son contraire actuellement. Et je trouvais ça intéressant d'en parler avec vous aujourd'hui. Du coup, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce, un commentaire, ça fait toujours zizir. Et puis on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. A plus!